3 choses importantes dont je voulais vous parler qui vont potentiellement avoir un impact sur la bourse. Le premier, c'est qu'il y a vraiment un gros changement de tendance de quelque chose qui était en place depuis 2020. Ensuite, le Kospi, l'indice sud-coréen, est officiellement passé en bear market. Alors qu'est-ce que ça va vouloir dire? Particulièrement pour le SP500 qui est très exposé, comme vous le savez probablement. On va aussi parler de l'essence avec la divergence massive qui se crée entre le prix papier de l'essence et le prix réel. Et ensuite, je vais vous montrer rapidement des choses par rapport à l'or, l'argent, Bitcoin, la Fed, l'économie américaine, etc., pour que vous sachiez qu'est-ce qui arrive dans la prochaine vidéo. Alors, on commence tout de suite avec le Kospi. Donc, comme vous l'avez vu, hein, ça a vraiment bien baissé récemment. Et donc, c'est officiellement rentré dans ce qu'on appelle un bear market quand ça descend de plus de 20%. Au plus bas, vous voyez, c'était à moins 31. En ce moment, c'est à moins 27 quand j'ai pris le screenshot. Et donc, c'est important parce que la dernière narrative qui tenait la bulle de l'intelligence artificielle, bah, c'était les semi-conducteurs et qui représentent à peu près la moitié du Kospi. Et donc, quand ça commence à casser, c'était un des indicateurs clés que j'attendais pour voir qu'il y allait avoir un basculement et que s'il n'y a pas une autre narrative qui permet de faire continuer la bulle, ce sera peut-être la fin. Donc, c'est quand même à surveiller. Ensuite, ça évidemment, c'est pour vous montrer justement l'impact que ça a dans le SP500 et que donc, même si vous n'êtes pas en Corée du Sud, si vous êtes en Europe ou en Amérique du Nord, ça peut être important pour vous de suivre ça. Regardez, on est quand même autour de 20% du SP500 qui est dans les semi-conducteurs. Regardez au top de la bulle de dot-com, c'était seulement autour de 8%. On a eu une montée parabolique. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de pas normal qui se passe. Et vous voyez, quand on le compare aussi ici, on pense avec le SP500 qu'on est diversifié. Ah, ce graphique aussi, je trouvais qu'il était important pour montrer à quel point donc les derniers avant les semi-conducteurs qui avaient poussé ça, c'était ce qu'on appelle les hyperscalers, donc c'était tous les Google, Meta, Amazon, etc. Et on voit qu'à partir du moment où ils ont commencé à plus avoir de free cash flow, hein, d'argent disponible parce qu'ils ont tout investi dans le CapEx, qui d'ailleurs, je trouve, n'est pas vraiment du CapEx quand on y pense, parce que c'est quelque chose qu'ils devraient réinvestir tout le temps, donc ça devient des coûts d'opération. Mais bon, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Et comme vous voyez, en bleu foncé ici, ben, on a les free cash flow des semi-conducteurs. Et en ce moment, c'est la fête, hein, ils profitent des margines, des marges de fou. Mais il faut se rappeler que c'est un business qui est très cyclique, hein, les semi-conducteurs, particulièrement dans tout ce qui est la mémoire, etc. Et que donc, bah, il y a eu toujours des cycles de croissance et de grosses pertes. Il y a eu des années où ils ont même vendu leur mémoire, la RAM et les autres trucs à perte, etc. Et donc en ce moment, ils font la fête comme si ça allait tout le temps être comme ça, mais clairement, ça ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, le vertical, ça tombe toujours, hein, comme vous l'avez vu avec d'autres actifs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, que on a eu quelque chose qui s'est terminé, on a quelque chose d'autre qui est reparti encore plus fort et qui risque de se terminer. S'il y a une autre narrative, ça peut continuer à ramener ça peut-être dans quelques mois, quelques années, avant que ça éclate. Mais potentiellement, je pense, j'en ai parlé à certaines personnes, mais peut-être pas dans une vidéo sur YouTube. Je me dis qu'on a peut-être des chances en fait que finalement la bulle se finisse cette année parce que c'est quelque chose que personne n'attend et que donc ça pourrait surprendre tout le monde comme ce qui arrive justement quand il y a les fameux cracks. Donc maintenant, ça c'est le graphique, un des graphiques les plus importants. Si je devais vous en montrer seulement un, ce serait probablement celui-là parce que on a vraiment une tendance pour moi qui s'est cassée. Regardez, avant 2020, c'était très clair. On était dans ce range et ça représente les achats en fait des investisseurs particuliers. Donc en orange pour les ETF, en noir pour les actions uniques. Et vous voyez que bah, globalement, voilà, des fois ça tombe un peu négatif, mais globalement ça restait assez stable. Et qu'en 2020, il y a eu quelque chose de complètement différent qui est arrivé et qu'on était toujours, en fait, en gros, moi je l'interprète comme les investisseurs particuliers qui achetaient les creux, qui achetaient tous les creux, hein, que ce soit pour les ETF ou pour les actions. Et c'est intéressant de regarder que récemment, pour les ETF, on est revenu dans le range justement d'avant le 2020, et pour le noir, pour les actions, ben, on est même depuis un bout revenu dans ce range. Mais voilà, il y a quelque chose qui se termine, et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, avec IBM, on avait un bon exemple de ça. Vous avez peut-être vu la nouvelle, hein, IBM a donné des nouvelles avant même de publier leurs résultats pour dire que ça va pas être très bon. Parce qu'entre autres, un des éléments qu'ils ont apporté et qui est relié à l'intelligence artificielle, c'est qu'ils ont dit que quand ils ont parlé à tous leurs clients, en fait, leurs clients, ils ont dit on n'a pas plus d'argent pour l'intelligence artificielle, on a juste un budget fixe. Et donc, si on doit en mettre dans l'intelligence artificielle, ben, on ne peut pas en mettre ailleurs. Et qu'il y en a beaucoup aussi qui ont fait des stocks parce qu'ils y croient aux pénuries de toutes sortes de choses. Que quand on voit que Meta dit qu'ils ont trop construit, voilà, la pénurie et trop construire, ça marche pas trop ensemble. Mais bon, ça va prendre du temps à se régler. Tout ça pour dire que voilà, regardez un peu ce qui s'est passé, moins 25%, même moins 26% du plus haut au plus bas, hein. Et on n'a pas eu ce fameux achat de creux buy the dip des investisseurs particuliers qui était très fort dans le rebond de logiciels qu'ils attendaient et qui finalement n'est pas arrivé. Donc
je trouvais que c'était un signe intéressant justement qui arrivait en même temps que cette histoire de cassement de tendance. Alors maintenant, on va passer rapidement à travers quelques indicateurs, hein. Encore une fois, aucun de ces indicateurs tout seul ne voudrait dire quelque chose. Mis ensemble, ça me donne une meilleure idée de ce qui se passe. Mais on parle toujours de probabilité, hein, il n'y a pas de certitude. Donc, comme vous voyez ici, c'est un indicateur que je vais montrer régulièrement. On n'arrête pas de monter. Et là, on est au niveau de 9,5. Et 9,5, c'est très proche du 9,6 qu'on a vu en fait à deux cracks récents. Au moins en mars 2020, l'autre, je ne sais plus exactement si c'était 2008 ou un autre. Mais bref, voilà, c'est un niveau normalement qu'on voit seulement, juste avant un gros crack. Donc, voilà, c'est ce que vous voulez de cette information, mais c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans des conditions où, bah, il y a plus beaucoup de place et d'ailleurs, vous voyez, ça fait un bout que je vous avais dit que le niveau des 760 sur le SPY risquait d'être un plafond et à chaque fois, il essaie de monter, il n'y arrive pas, il bloque, il bloque, il bloque. Donc, voilà, c'est à un moment donné, il faut regarder un petit peu les signes, il y a toujours des signes avant-coureurs. Celui-là aussi, je vous ai parlé souvent du Hindenburg Omen, mais là, ce qui est particulièrement intéressant, donc ici on parle pour le Nasdaq, c'est qu'en fait c'est un plus haut historique pour le nombre de fois que c'est arrivé rapidement dans une courte période de temps. Vous voyez, dans le passé, on a eu plusieurs fois où ça a été à 8 avant des gros cracks, hein. Par exemple, ici avec la bulle de l'an 2000, on a eu le crack de 2008 aussi, on en a eu d'autres, etc. dans le passé, mais quand même, là, on est monté complètement directement à 11 alors que les autres fois c'était à 9 ou 10, quelque chose, je pense à 9, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est un autre élément qui nous dit ça commence à sentir le sommet. Encore une fois, hein, probabilité. Ça, c'est un autre indicateur aussi. J'avais lu des commentaires qui me demandaient justement si je surveillais ça. Alors, c'est un des indicateurs que je suis. Donc, quand on regarde le spread des jug bonds, en gros, on regarde si ceux qui ont plus de mal à aller chercher de l'argent parce qu'ils sont moins fiables, mettons, pour rembourser, est-ce qu'il y a une grosse compensation du risque qui est demandée? Et en fait, souvent, on voit que c'est des choses qui commencent à aller vers le bas, justement, avant que le marché baisse. Donc, vous voyez, ici, ça a commencé à baisser euh, avant le top de 2022 sur le marché. Et après, on a eu la grosse baisse. Et donc ici, on commence à être dans une configuration similaire où ça a commencé déjà à baisser alors que le marché financier, lui, il a continué à monter et même monté avec une montée historique ici qui défie tout entendement, hein. Bon, on avait parlé, il y avait beaucoup de ça qui était très mécanique et avec les flows, etc. Mais quand même, voilà, c'est un autre signe qui est important à surveiller, tant tout seul que en considération. Et puis un petit dernier que je voulais vous mentionner, donc ça c'était un nouveau que j'ai découvert et qui s'est déclenché par exemple juste au top de la bulle de l'an 2000 et à d'autres tops de marché aussi. Et c'est quelque chose qui regarde en fait la divergence entre l'indice DOW et le Nasdaq. Et donc quand il y a vraiment cette divergence, il me semble de 5,5% ou plus sur 7 jours, quelque chose comme ça, et ben, il déclenche l'indice. Et c'est pas juste un indice qui va y avoir une petite baisse avant que ça reparte. C'est un indice qui prévoit en fait un marché baissier complet, donc du style ce qu'on a eu en 2022, ou bah, les plus gros qu'il y a eu après la bulle de l'an 2000 et après le crack de 2008, etc. Donc voilà, c'est un autre élément à garder en tête que voilà, les signaux sont là, et je vous mentionne ça parce qu'il y a plein de gens qui soit ne les voient pas ou ne veulent pas les voir. Et on le voit particulièrement, alors je vais commencer avec ça, vous voyez en bleu ici, on a superposé ce qui s'est passé avec la bulle de l'an 2000, et je vais l'arrêter exactement ici parce que c'est là où on est aujourd'hui. Voilà. Et vous voyez à quel point c'est très corrélé avec ce qu'on voit sur le SP500. Mais la différence aujourd'hui, évidemment, parce que le futur, c'est jamais comme le passé, c'est que on peut avoir une grosse accélération de tout, en fait. Parce que maintenant, les gens ont un téléphone avec une application où ils peuvent acheter et vendre immédiatement. Ah, il n'y avait pas ça pour la bulle de l'an 2000. Ensuite, on a énormément de gens qui sont sur du levier, donc que ce soit des ETF avec levier ou de parier sur des options qui expirent en moins d'une journée, qui est très comme un billet de loto, comme je vois au casino. Donc voilà, quand on met tout ça ensemble, on se dit, mais les gens, ils voient pas les signes et c'est dommage. Et même, ils zooment pas out pour voir un petit peu la l'image globale parce que, au fond, n'importe quelle tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, finit toujours par s'arrêter. Et donc, bien qu'il y en a qui disent qu'on est juste au milieu de la bulle de l'intelligence artificielle et que donc on a pas mal d'années devant nous, et cetera, on dirait qu'ils prévoient pas le fait qu'ils pourraient être surpris, que ça pourrait arriver plus tôt, que dans le passé, on a souvent vu des longues périodes où, bah, on attend, il y a ça, le marché ne fait que baisser et ça prend encore plus de temps, des fois le double ou le triple, si on veut récupérer un argent en tenant compte de l'inflation. Il me semble que pour le Nasdaq, ça avait pris 17 ans en tenant compte de l'inflation pour récupérer non, même sans l'inflation, pour récupérer juste le niveau
du top de l'an 2000. Donc voilà, c'est important d'une manière ou d'une autre de se dire à un moment donné, ça va arriver, il faut se préparer d'avance parce que, comme vous avez pu remarquer dans les dernières années, en fait, quand il y a un crack qui arrive, c'est de plus en plus rapide, de plus en plus violent et c'est à cause de ce que je vous disais avant, du fait que, tout devient plus volatile et que c'est moins basé sur, la réalité et que tout le monde surréagit et cetera. Avant, il n'y avait pas Twitter non plus en l'an 2000, hein, donc voilà. Là, c'est un autre graphique, désolé, c'est un peu flou, mais je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu. En gros, donc en haut, vous avez le SP500 et c'est l'indice et en bas, vous avez quelque chose qui montre en fait à quel point les gens, veulent acheter en gros des assurances catastrophes et vous voyez que, on est à un niveau ici, donc j'ai agrandi cette section, proche de zéro, qu'on n'a même pas vu en fait quand on était à des tops précédents de marché. On était beaucoup plus haut et donc c'est vraiment un plus haut et en gros, ça veut dire que personne ne veut acheter d'assurance en ce moment. Que en fait, les assurances, ils ont un prix quasiment, comme si par exemple une assurance habitation, comme si la maison ne pouvait pas prendre feu, quoi. C'est du délire et donc voilà, c'est important de prendre ça en compte parce que c'est pas parce que l'assurance n'est pas chère qu'il va se passer quelque chose. C'est juste qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, en général, l'assurance était très peu chère avant parce que tout le monde était du même côté du bateau. Personne ne pensait que ça pouvait arriver. Donc c'est pour ça que je voulais vous le mentionner. Et si je vais vous donner un exemple, ça sera un peu plus concret. Avant ça, je voulais juste vous mentionner le VIX pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est une bonne manière justement pour vous. Vous pouvez le chercher dans n'importe quoi, TradingView, Yahoo, Finance ou n'importe quoi. Et vous avez le VIX qui est l'indice de la volatilité sur le SP500. Et ce qui est intéressant, la façon de l'interpréter, c'est de regarder, j'ai mis cette boîte bleue ici qui vous montre le range à peu près entre 12 et 20, où il passe la majorité du temps. Et donc, quand il est bas, ça veut dire qu'il y a peu de volatilité, le marché s'attend à peu de volatilité, donc les options ne sont pas chères, donc ça inclut les options pariées à la hausse et à la baisse. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un événement de marché, hein, comme la crise de 2008 ici, eh ben, ça peut monter très vite, hein, on a atteint quasiment les 100. Il y a eu aussi évidemment en 2020, c'est monté très haut, autour des 88. On a eu ensuite plusieurs événements ici depuis que Trump a été élu avec les tarifs, et cetera, avec l'Iran. Donc vous voyez, il peut y avoir des choses qui le font monter très haut, mais voilà, un bon indice que est-ce que les assurances vont être relativement peu chères sur le SP500? Eh ben, c'est de regarder ça. Et donc j'ai zoomé un peu plus récemment depuis 2026 ici. Et vous voyez que quand même, il y a eu plusieurs périodes où ça a été autour de 15, qui est relativement bas, qui est dans la partie basse de ce range, et qui permettent justement de potentiellement avoir des assurances très bon marché. Vous voyez, avant ce qui s'est passé avec l'Iran ici, qui l'a fait monter quand même jusqu'à 35 alors qu'il était en dessous des 20, vous voyez qu'il y a eu un moment donné où il était proche de 13 ici. Donc quand je vous disais que souvent, avant qu'il y ait quelque chose qui se passe, eh ben, tout le monde pense qu'il n'y a rien qui va se passer, que le marché peut que monter. Voilà, c'est un bon exemple c'est un moment où les assurances sont beaucoup moins chères. Et donc, je vais vous la faire vraiment très simple avec un exemple ici. Donc, mettons que j'ai le SP500, j'ai des actions de l'ETF SPY. Je regarde depuis le début de l'année, donc qui a commencé ici, et j'ai gagné environ 10%. Donc c'est pas mal. Avec tout ce que je vous ai dit avant, je me dis ce serait peut-être bien de ne pas tout perdre, au moins de ne pas perdre ce que j'ai fait cette année, parce qu'on va assumer que je suis rentré bien plus tôt et que j'ai des gains depuis plusieurs années, hein. Mais voilà, j'aime bien montrer avec les gains de l'année, quand on est déjà au moins à la moitié de l'année, pour vous montrer que si on a déjà fait 10% de gains, peut-être que si on met 2% de de ce 10%, mettons, 2% du portefeuille, donc mettons, on accepte d'avoir une croissance de 8 potentiellement au lieu de 10, eh ben, on peut s'assurer que, voilà, on a un stop ici, mais c'est un vrai stop. C'est pas comme un stop loss. C'est un contrat qui nous permet de vendre des actions à un niveau qu'on a choisi. Donc ici, j'ai choisi le niveau de 715 et j'ai choisi la date d'expiration du 20 novembre. Pourquoi le 20 novembre? Parce que c'est dans environ 4 mois et que c'est après les élections de mi-mandat américaines qui peuvent amener beaucoup de volatilité, en plus de tous les éléments qu'on a déjà en ce moment. Donc, ce genre d'assurance, en fait, c'est un peu comme une assurance voiture ou une habitation, etc. On choisit la durée, on choisit le niveau de prix. Évidemment, plus on choisit un prix qui est proche du prix actuel, plus ça va être cher. Donc là, j'ai choisi un prix à peu près 5% en dessous du prix actuel, juste pour vous donner une idée. Et donc voilà, si j'achète ce contrat qui me permet de vendre à 715 alors que c'est à 752 en ce moment, eh ben, je vais payer 15 parce qu'il y a rien qui est gratuit évidemment, hein. C'est pas comme un stop loss qui est gratuit, mais qui a pas de garantie. Lui, je paye 15 mais j'ai une garantie et donc c'est pour ça que j'ai choisi ça parce que c'est facile à calculer. 715 moins 15, ça nous donne la ligne verte ici, qui est notre break-even. Donc c'est le moment où en fait, si on vend à 715 mais qu'on a payé 15, c'est comme si on vendait à 700. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, n'importe où sous le 700, on perd plus d'argent. Donc en gros, mettons qu'il descend à 600,
Donc entre 700 et 600, on perd 100 $ par action, mais l'assurance, elle, elle monte de 100 $ par action et donc ça s'équilibre et donc si vous aviez les 2 dans votre portefeuille, vous verriez une ligne, mettons, qui dirait, moins 10 000, une ligne qui dirait plus 10 000 et que c'est comme ça que l'assurance fonctionne et cette assurance, on peut la revendre sur le marché aussi, on n'est pas obligé de l'utiliser. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. C'est pas un conseil en investissement, c'est juste éducatif pour vous montrer le genre de choses que je fais et que j'aide mes clients à faire et que vous pouvez aussi faire, d'une manière autonome. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre plus, premièrement, si vous voulez comprendre un peu plus ce qui se passe, parce que je suis allé très rapidement ici, voilà, j'ai une masterclass gratuite sur YouTube, donc vous pouvez aller voir, je mettrai le lien en description. Si vous voulez apprendre à votre rythme avec une vidéo que j'ai enregistrée pour vous donner vraiment l'essentiel, mais pour que vous puissiez être autonome quand même, donc j'ai ce cours ici, qui est disponible. Vous pouvez scanner le code QR et puis je mettrai aussi le lien en description. Et puis évidemment, c'est quelque chose, c'est un service que j'offre pour ceux qui sont intéressés, donc vous pouvez toujours aller voir sur mon site web et réserver un appel dans mon calendrier si ça vous intéresse d'explorer ça. Alors maintenant, l'autre élément que je voulais, vous mentionner, c'était l'histoire du pétrole. Donc j'avais déjà mentionné dans ma dernière vidéo que c'était un des actifs qu'il me semblait intéressant et que je pensais que ça allait être, plus haut dans les si on regardait en arrière, en fait, dans 3 à 6 mois, en se disant: «C'était un bon moment probablement pour rentrer au niveau des probabilités». Et ici, je voulais mettre une mise à jour par rapport au graphique de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis. Parce que en fait, je vous avais parlé d'un niveau plus bas la dernière fois, environ 14 ans. En fait, c'est bien pire que ça. C'est environ, un niveau qu'on n'a pas vu depuis 43 ans. Alors vous voyez, c'est quand même vraiment, un niveau, critique et c'est aussi critique de voir à quel point c'est descendu rapidement et à quel point pour l'instant ça n'a pas servi tant que ça parce que la situation n'est pas réglée. Donc qu'est-ce qui va arriver si à un moment donné, ça arrive au niveau critique, qu'il commence à y avoir des rationnements et toutes sortes de choses? Ça pourrait poser beaucoup plus de problèmes. Et donc la raison pour laquelle aussi je vous mentionne ça, c'est parce qu'un des gros problèmes qu'on voit en fait depuis ici, qui est à peu près, depuis, début juin, c'est qu'il y a une grosse divergence entre le prix en rouge ici, qui est le prix réel de ce que ça coûte pour faire des produits pétroliers et le prix en noir qui est le prix papier. Et c'est un petit peu comme quand on avait les divergences entre le prix papier or, argent et le prix des ETF, et cetera, ou des contrats futurs. À un moment donné, quand il y a une divergence qui se crée comme ça, il y en a un des 2 qui a raison et donc ce qui arrive, c'est que soit il y en a un qui va vers l'un, soit l'autre va vers l'un ou alors ils se rencontrent au milieu. Mais une divergence comme ça ne peut pas continuer éternellement parce que c'est pas possible que ça coûte, ce niveau-là de créer des vrais produits, mais que, ce prix-là reste indéfiniment. Donc il y a un moment donné, il y a un potentiel pour qu'il y ait un mouvement explosif qui arrive. Donc, il n'y a jamais de garantie, mais voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Et voilà un autre exemple de quelque chose qui vous montre le réel. Ça, c'est le diesel, hein, qui est très important pour l'économie, hein, toutes les machines lourdes dans l'agriculture, l'industrie, et cetera. Et vous voyez à quel point, bon, déjà, ça avait bien monté ici. Il y avait eu une période où ça a un peu stagné, puis là, ça remonte vraiment en vertical, encore pire. Donc voilà, c'est un autre des éléments où je me dis, il y a quelque chose, qui risque de se passer sur l'essence. Voilà aussi une autre façon de le regarder. Donc pour ceux qui mettent de l'essence dans la voiture aux États-Unis, vous avez probablement remarqué que même si le prix en noir ici de pétrole papier a baissé, depuis juin, le prix à la pompe, lui, il n'a pas baissé en orange. Donc il reste relativement plat, ce qui montre encore la différence entre la vraie économie et des fois le cours papier qui se déconnecte complètement de l'économie. Ça, je vais le mentionner juste, bah, je trouvais ça intéressant, hein, je ne ferai pas de pari juste là-dessus, mais Heu, les 2 derniers cracks en fait majeurs, donc 2020 et 2008, 60 jours avant le crack, il y avait eu vraiment, une grosse montée du pétrole et donc cette personne sur Twitter a partagé qu'en fait, le dernier, grosse montée sur le pétrole qu'on avait vu comme ça, c'était le 18 mai et que donc 60 jours plus tard, on arriverait, au 20 juillet qui est bientôt donc et ça, c'est en même temps justement que tout le reste. C'est aussi cette semaine qu'on a l'expiration des options mensuelles. Alors ça pourrait causer toutes sortes de volatilités. Des fois, ça tempère un peu les choses et ça bouge beaucoup la semaine d'après, mais des fois, s'il y a des surprises, ça peut accélérer les choses et créer encore plus de volatilité. Donc bref, les 2 prochaines semaines pourraient être intéressantes, puis là, on parle même pas des réunions des banques centrales et tout ça qui ajoutent à ça et d'autres données économiques et cetera. Mais donc voilà, il y a beaucoup d'éléments dans les prochaines semaines qui font en sorte que, c'est intéressant de peut-être faire un peu plus attention que d'habitude. Donc, je reviens rapidement sur, voilà, vous donner une petite preview de la prochaine vidéo. Donc, je parlerai, du Japon et du yen. Je parlerai du fait que le PIB américain a vraiment plongé récemment et je vous montrerai des détails de pourquoi et on aura une mise à jour aussi cette semaine, donc on pourra comparer les 2.
Je vous donnerai aussi des explications par rapport à la vraie économie, hein, ce qu'on voit vraiment avec, des choses qui ont surpris le marché par rapport à tout ce qui est relié au crédit, hein. Les ménages ont de plus en plus de problèmes à payer, leur crédit, que ce soit les cartes de crédit, les prêts étudiants, les prêts voitures qui soient un plus haut, les hypothèques, même si ça reste assez bas, ça la tendance est là. On parlera aussi du CPI, là, de l'inflation. On a eu les derniers chiffres ce matin et ça a surpris les marchés dans le bon sens. Il y a eu aussi, Kevin Warsh qui était, en train de faire un témoignage ce matin, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais voilà, qui a été pour la première fois depuis qu'il y a eu la dernière réunion, donc pour s'expliquer peut-être un peu plus sur la faççon dont il voit les choses, ça va être intéressant. Je vous parlerai aussi des minutes de la dernière réunion que j'ai étudiée et de l'annonce qui a été faite récemment de la Fed par rapport aux fameux task force, les comités qui ont été mis en place pour changer complètement les choses. Donc ça, c'est assez intéressant. Évidemment, il y avait trop de choses pour juste dans une vidéo, donc j'ai essayé de la couper en deux. Mais voilà, je vous parlerai aussi évidemment des données de l'emploi, hein, désolé, j'ai coupé ici, mais en gros, le chiffre officiel de du chômage et le vrai chiffre si on regarde, pour tous ceux qui sont exclus de ces calculs-là. Évidemment, je vous parlerai aussi, je ferai le point sur l'or, sur l'argent et sur Bitcoin. Beaucoup de nouvelles, très haussières. En particulier, vous voyez ce graphique, en haut que j'ai entouré de vert, c'est un nouveau graphique que j'ai découvert sur, l'euphorie ou la peur par rapport à l'argent et comme vous voyez, on est vraiment à un niveau exceptionnellement bas, donc ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais, que je pense que c'est des actifs qui, potentiellement, on peut avoir un dernier mouvement vers le bas s'il y a un crack global, parce que comme vous avez vu récemment, tout devient corrélé, mais que, si on le regarde à 3 à 6 mois, on se dira potentiellement que c'était un bon moment pour rentrer. Et puis pareil pour Bitcoin. Celui-là aussi, c'est pour les 2, hein. Ça montre en fait à quel point, heu, une des raisons pour lesquelles Bitcoin, l'or et l'argent en fait ont baissé dans les derniers mois, c'est parce que tout le monde est allé à fond dans les semi-conducteurs et donc si ça s'inverse, bah, potentiellement, je vous parlais, il faut une autre narrative pour que l'intelligence artificielle reparte. Bah, peut-être qu'il n'y en aura pas et que l'argent reviendra vers, ce que les banques centrales ne peuvent pas imprimer. Donc on verra tout ça. Donc si vous voulez pas manquer ça, hein, vous pouvez toujours vous abonner sur YouTube, mais vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter gratuite. Donc comme ça, je vous enverrai directement une notification quand la vidéo sera prête, quand le blog sera prêt aussi avec les graphiques si vous voulez aller les voir plus en détail et plus en profondeur. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci et à la prochaine.